Mm. Les gens sont pas mal, commencent à arriver. OK, parfait. Donc, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous rappelle mon nom. Je pense que ce n'est pas la première fois que vous me voyez, de ceux qui assistent aux conférences de la chaire. Donc, je suis François Proulx. Je travaille ici comme professeur associé à la chaire de recherche en eau potable. Je travaille aussi à la Ville de Québec. Avec nous, il y a aussi Manuel Rodriguez, qui est professeur titulaire à l'École supérieure de management et développement et aussi titulaire de la chaire de recherche en eau potable. Donc, je vous remercie tous d'avoir répondu, tous et toutes, d'avoir répondu nombreux à cette invitation de la Chaire pour cette troisième visioconférence de la programmation de l'automne. Avant de commencer, toujours les mêmes règles. Donc, on garde nos micros, caméras fermées durant la présentation. La conférence devrait durer environ 30 minutes, après laquelle on va prendre les questions. Si vous voulez, vous pouvez utiliser la fonction chat de Zoom pour mettre vos questions. Vous pouvez le faire durant la conférence, il n'y a pas de problème. Moi, je vais relayer la question au conférencier. Et puis, si vous voulez prendre parole, bien, vous me demandez la parole dans la fonction clavardage et je vais vous la donner, évidemment. Donc, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Cristian Ortiz Lopez. Donc, Cristian est diplômé en génie civil de l'Universidad Católica de Colombia, diplômé en gestion de l'environnement et à l'Universidad Distrital et titulaire d'une maîtrise en hydrosystème à la Pontificia Universidad Javeriana. Pas sûr que l'accent tonique est à bonne place, mais tu vas m'excuser, Christian. En Colombie. Il est candidat au doctorat en aménagement du territoire et développement régional à l'Université Laval au sein de la chaire de recherche en gestion et surveillance de la qualité de l'eau potable. Son projet de recherche doctorale est lié au développement de modèles empiriques pour la prévision de la qualité de l'eau brute lors d'événements pluvieux et développement d'outils d'aide à la décision pour le traitement de l'eau potable sous la direction du professeur Manuel Rodriguez et du professeur Christian Bouchard. Le site de la conférence de Christian est Modélisation de la qualité de l'eau brute, une composante des systèmes d'alerte précoce. Donc, à toi la parole, Christian. Merci beaucoup, François, et bonjour à tous et à toutes. Et aujourd'hui, je vais vous présenter cette conférence qui disait François, c'est intitulé Modélisation de la qualité de l'eau brute, une composante des systèmes d'alerte précoce. Voici le plan de présentation. Je vais parler de 5 sujets. Le premier, l'approche à variétés multiples pour l'eau potable. Le deuxième, l'influence des événements extrêmes sur la qualité de l'eau source. Troisième, système d'alerte précoce pour l'eau de source. Quatrième, modélisation de la qualité de l'eau brute et finalement, des enjeux et des perspectives. Alors, au Canada et au Québec, on gère l'eau potable à l'aide d'une approche à variétés multiples. Donc, pour commencer l'approche à variétés multiples, il faut parler de le cycle de l'eau potable. Alors, le cycle, ça commence dans les bassins versants où se trouvent toutes les sources d'eau, ça veut dire les rivières ou les lacs. Et à l'aide d'une prise d'eau, on amène l'eau vers l'usine de traitement où on donne à l'eau des caractéristiques physico-chimiques et microbiologiques pour la consommation humaine. Après ça, on a notre réseau de distribution pour amener l'eau vers les consommateurs. Et une fois l'eau est consommée, elle devient de l'eau usée, évidemment. Et on amène l'eau à l'aide du système de gouttes vers les stations d'épuration des eaux usées, où on donne à l'eau à nouveau des caractéristiques appropriées pour déverser l'eau vers les bassins versants. Alors, dans mon recherche de doctorat, je m'intéresse surtout à l'eau de source, ça veut dire l'interaction de l'eau entre les bassins versants et l'usine de traitement d'eau potable. Alors, c'est quoi l'approche à variétés multiples? Donc, c'est un système intégré des procédures, des processus et d'outils pour empêcher et pour réduire la contamination de l'eau potable de la source au robinet. Donc, on a dans ce schéma, je vous montre les 3 principales composantes de l'approche à variétés multiples. Ça, c'est la source d'eau, l'usine de traitement d'eau et le système de distribution de l'eau potable. Tout ça pour avoir une eau potable, salubre, sûre et fiable. Et autour de ça, on a des éléments, on peut dire, pas physiques, tels que la surveillance, la gestion, la recherche scientifique, les cadres législatifs
et politiques. Mais le but ultime de l'approche, c'est de réduire les risques de santé publique. Alors, comme je disais tantôt, je m'intéresse surtout à la qualité de l'eau à la source. Donc, pour connaître la qualité de l'eau à la source, on va s'appuyer sur des paramètres, par exemple des paramètres physiques, tels que la turbidité, l'absorbance UV, la couleur, la conductivité, les particules. Et on peut faire ça à l'aide de différentes sondes qu'on place soit à l'usine de traitement ou à l'aide de différentes équipes de mesures comme les turbidimètres ou les spectrophotomètres, etc. On a aussi des paramètres chimiques tels que le pH, l'alcalinité, la dureté. Il y a des composants inorganiques, mais aussi des composants organiques tels que la matière organique naturelle, par exemple. On a aussi des paramètres microbiologiques tels que les bactéries, les virus, etc. Mais ces paramètres microbiologiques sont difficiles à mesurer et parce que pour faire la mesure de ce type de paramètres, il faut avoir beaucoup de temps. Et dans l'usine de traitement, on n'a pas assez de temps pour mesurer les bactéries, les virus et les protozoaires. C'est pour ça qu'on s'appuie surtout sur la turbidité pour connaître la qualité microbiologique de l'eau à la source. On a aussi des paramètres organoleptiques tels que les gouttes et l'odeur. Alors, on sait que dans les bassins versants, il y a des événements extrêmes qui peuvent impacter la qualité de l'eau à la source. Donc, quels sont les impacts? Donc, ici, je vous montre un schéma de différents événements qu'on peut avoir dans les bassins versants, tels que la sécheresse, les précipitations extrêmes, le feu de forêt, et ça peut impacter tous les chaînes d'approvisionnement en eau. Et on peut avoir des impacts directement sur l'eau brute, sur l'eau à la source, mais aussi on peut avoir des impacts sur les processus de traitement. Et aussi, on peut avoir des impacts sur l'eau dans les réseaux de distribution. Finalement, on peut dire que tous les événements extrêmes dans les bassins versants posent des impacts sur la santé publique et toute la chaîne d'approvisionnement en eau. Alors, si on parle, par exemple, de changement climatique, ici, dans différentes conférences midi, on a déjà parlé sur les changements climatiques. On trouve qu'on va avoir des augmentations de la température et de la précipitation moyenne. Par exemple, si on met de différents scénarios, d'ici à 2071, on va avoir une augmentation de la température en moyenne de 4 degrés peut-être, et des précipitations moyennes de 12% d'ici à 2071. Donc, en bref, on a des impacts sur l'eau des sources, une augmentation des charges de polluants. Si on a d'augmentation de température, on a aussi une augmentation des agents pathogènes et des algues aussi, par exemple. On a aussi une augmentation dans la matière organique naturelle. Ça nous donne des enjeux par rapport aux précurseurs de sous-produits de la désinfection. Mais aussi, on a une diminution de l'oxygène dissous dans les cours d'eau ou dans les corps d'eau. Par exemple, si on parle de sécheresse, on a des augmentations de chargement de nutriments, et augmentation des blooms d'algues, des cyanobactéries. Dans quelques endroits, on peut avoir des intrusions d'eau salée dans les eaux souterraines. Si on parle de feux de forêt, on parle d'augmentation du ruissellement, de charge de nutriments et de contaminants, aussi d'augmentation dans la matière organique naturelle. Des blooms d'algues et des cyanobactéries. Si on parle de chaleur extrême, on va avoir des augmentations des efflorescences d'algues ou des cyanobactéries, mais aussi une diminution des désinfectants résiduels dans le réseau de distribution. Et si on parle finalement de précipitations extrêmes ou des inondations, on a de augmentation dans les ruissellements, de la turbidité, de la matière organique naturelle. On peut avoir des débordements des égouts, beaucoup plus de concentration d'agents pathogènes et de contaminants, et une diminution dans l'efficacité du traitement de l'eau, par exemple dans la coagulation, dans la filtration ou dans la désinfection. Alors,
j'aimerais me concentrer dans un événement qui affecte tous les années pendant la période estivale, qui sont des précipitations. Donc, on a des précipitations dans les bassins versants et on peut avoir des impacts par rapport à la précipitation dans les cours d'eau et dans les usines de traitement. Donc, ici, je vais vous montrer un schéma pour expliquer quel est l'impact des événements pluvieux dans les temps et quels sont les impacts dans les prises d'eau et dans les usines de traitement. Donc, on a des événements pluvieux dans les bassins versants, on va dire, dans les temps zéro. Et après quelques minutes, à quelques heures, on a une réponse hydrologique du bassin versant. Ça veut dire une présence de ruissellement dans les bassins versants. Après ça, on a de quelques minutes à quelques heures pour trouver le transit de l'hydrogramme dans les cours d'eau. Ça veut dire une augmentation dans le débit, dans la turbidité, dans la matière organique. Et on prend l'eau en ce moment dans la prise d'eau. Après ça, on a quelques minutes pour que les opérateurs fassent l'échantillonnage et l'analyse de la qualité de l'eau brute. On peut faire ça à l'aide de différentes analyses de laboratoire ou des mesures en continu. On a quelques minutes à quelques heures pour faire les tests et pour prendre les mesures, pour ajuster le traitement de l'eau. Et si on connaît quels sont les changements dans la qualité, on prend des mesures. Et on utilise, par exemple, les jar tests à l'usine de traitement. Et finalement, on a quelques minutes pour faire la mise en place des actions de correction. Donc, ici, on peut regarder, il y a un délai entre les moments où l'événement de pluie se présente et les moments où on fait la mise en place des actions de correction. Mais j'aimerais montrer vraiment deux délais. Les premières, c'est les délais entre les moments où l'événement de pluie se présente et les moments où les opérateurs prennent connaissance du changement de la qualité de l'eau. Et le deuxième délai, c'est le moment où les opérateurs prennent la connaissance du changement de la qualité de l'eau et la mise en place des actions de correction. Donc, ces délais peuvent nuire le système de traitement, par exemple la coagulation, la désinfection. Donc, il y a un problème, c'est les délais, mais on peut trouver la solution à l'aide d'une approche qu'on appelle l'anticipation. Ça veut dire si on peut s'anticiper au changement de la qualité de l'eau à la source, on peut prendre des décisions et on peut enlever ce type de délai. Alors, on utilise, pour cette approche à l'anticipation, on utilise ce qu'on appelle le système d'alerte précoce, le Early Warning System, pour l'eau de source. Mais c'est quoi un système d'alerte précoce pour l'eau de source? Alors, ici, dans les schémas, on voit que les systèmes d'alerte précoce ont été conçus pour aider quand il y a des événements polluants dans la source, par exemple des déversements ou des accidents dans la route. Donc, ici, on peut avoir des différents contaminants qui se placent dans la source d'eau. Donc, le système d'alerte précoce, c'est un ensemble de mesures, de procédures, de processus pour détecter d'incidents d'origine naturelle ou d'origine humaine. On parle des inondations, de prolifération d'algues ou des incidents de contamination tels que des déversements de pétrole. Quels sont les incidents auxquels les systèmes d'alerte précoce peuvent répondre dans le domaine de l'eau potable? Donc, on a des déversements ponctuels, on a des déversements continus ou des incidents récurrents, par exemple, ceux qui dépendent des événements météorologiques. Donc, on parle de déversements industriels tels que fuites, on parle de déversements liés au transport, des camions ou des navires. On parle de ruissellement urbain, s'il y a surtout des égouts combinés, par exemple. On parle de contamination intentionnelle, comme les terrorismes ou le vandalisme ou les déversements illégaux de substances dangereuses. On parle de occurrences naturelles, telles que les efflorescences d'algues. Et on parle de défaillances dans les usines de traitement, par exemple, s'il y a des pannes électriques ou s'il y a des inondations dans les usines de traitement.
Alors, quels sont les composants d'un système d'alerte précoce pour l'eau des sources? On a de 5 composants. Les premières, c'est les composants de détection. Ça veut dire, c'est le moment où on prend des connaissances de la présence d'un contaminant dans la source. On peut faire ça à l'aide de la surveillance en continu de la source d'eau, par exemple. Le deuxième composant, c'est trouver des caractéristiques de l'événement de contamination. Ça veut dire trouver quelle est l'origine, quelle est l'amplitude, quelles sont les conséquences, quelles sont les possibles solutions pour l'événement de contamination. Le troisième, c'est la coordination de la réponse, parce que, évidemment, on a de différentes entités ou de différentes autorités dans les territoires, et il faut avoir une unité centrale qui gère l'incident. Le quatrième, c'est la communication, ça veut dire qu'il faut connecter et transférer toute l'information de façon appropriée à la population et à différentes entités. Et finalement, on a la mitigation. Il s'agit de trouver un moyen de répondre à la présence d'un contaminant. Ça veut dire éliminer ou réduire l'impact sur l'eau potable. Alors, je vais parler sous peu d'une façon de gérer, de trouver les caractéristiques de l'événement contaminant, de trouver les origines, l'amplitude et les conséquences. Ici, je vais vous montrer quelques exemples de systèmes d'alerte précoce pour l'eau des sources. On a par exemple le système de lac Huron, Huron Tuery Real-Time Drinking Water Protection Network. Et ce système a commencé en 2006. Et il est composé de 9 sites de surveillance dans les prises d'eau. On a des données sur la qualité de l'eau enregistrées tous les 15 à 30 minutes. Et le système comprend une base de données, un portail web, et un réseau de communication et de partage de données. On a aussi, par exemple, le système du Valais du Delaware. Le système a commencé en 2004. Il est composé de 88 sites de surveillance, dont 25 usines de traitement d'eau. Et ici, on a des données sur la qualité de l'eau disponibles tous les 15 minutes de la période de 30 jours précédente. On a aussi le système d'alerte précoce du bassin versant de la rivière Ohio. Ce système a commencé en 1997. Il est composé de 16 sites de surveillance pour suivre des déversements. Et là, on suit de 30 composés organiques dans les bassins versants. Alors, on parlait tantôt qu'une des composantes très importantes du système d'alerte précoce, c'était les composantes des caractéristiques. Ça veut dire l'étape 2 d'un système d'alerte précoce où on voulait trouver quelles sont les origines, l'amplitude, les conséquences et les possibles solutions à un événement de contamination. Alors, on fait ça à l'aide d'un modèle. Ça veut dire on fait la modélisation de la qualité de l'eau pour trouver ce type de caractéristiques. Mais c'est quoi un modèle? Un modèle, c'est une représentation de la réalité, dans ce cas, de la qualité de l'eau, à travers des descriptions, des équations et des relations. Et cette représentation est évidemment simplifiée. Elle a une précision limitée et plusieurs erreurs acceptables. Donc ici, je vous montre un schéma d'un modèle, par exemple. On a un modèle avec des descriptions, des équations et des relations. Et pour développer un modèle, il faut avoir des données d'entrée. Ces données peuvent être des paramètres physico-chimiques, microbiologiques, environnementaux, par exemple la précipitation, par exemple la qualité de l'eau. Et quand on développe les modèles, on a des données de sortie, ça veut dire des résultats. Ce type de données peut être aussi des paramètres physico-chimiques, la turbidité, la matière organique, etc. Donc, on a les problèmes qu'on avait parlé tantôt, on a des délais dans les événements pluvieux et on peut trouver la solution à travers de l'anticipation. Donc, on trouve que la modélisation est une tâche stratégique pour gérer ces délais.
Donc, quels sont les types de modèles des systèmes d'alerte précoce? On a les modèles basés sur la physique, on appelle aussi des modèles mécanistiques ou des modèles des boîtes blanches. Et on a aussi des modèles basés sur les données. Ça veut dire, on appelle aussi ce type de modèles des modèles empiriques ou des modèles des boîtes noires. Mais de quoi il s'agit, les modèles basés sur la physique? Alors, on a des modèles qui sont basés sur des équations différentielles, des équations physiques, microbiologiques, chimiques aussi. Et on a ici, par exemple, des modèles ECRAS, c'est un modèle hydraulique et de qualité de l'eau pour les sources d'eau, ça veut dire pour l'eau des rivières ou l'eau des lacs. On a aussi le WTP modèle, c'est un modèle hydraulique de qualité de l'eau pour les usines de traitement. Et on a le modèle EPA-NET pour l'hydraulique et la qualité de l'eau dans les réseaux de distribution. Quels sont les avantages de ce type de modèle? Alors, on a que les processus d'évolution de la qualité de l'eau sont transparents. Ça veut dire que quand on développe ce type de modèle, on sait qu'est-ce qui se passe dans le programme, on peut modifier les paramètres du modèle et la modélisation est transparente. On a aussi que les paramètres du modèle ont des significations physiques. Ça veut dire chaque paramètre dans le logiciel ou dans le modèle a une signification physique. Et finalement, qu'il existe généralement des logiciels commerciaux pour mettre en œuvre ce type de modèle physique. Il y a des inconvénients, par exemple, que certains logiciels sont assez coûteux. On a besoin d'une connaissance approfondie des processus d'évolution de la qualité de l'eau et aussi une connaissance approfondie des paramètres de la qualité de l'eau et de l'environnement. Ça veut dire qu'il faut connaître vraiment c'est comment les phénomènes de la qualité pour développer ce type de modèle. En revanche, on a les modèles basés sur les données. De quoi il s'agit? Donc, ce type de modèle, on peut les construire à partir de relations entre les variables d'entrée et les variables de sortie. On utilise surtout les statistiques, les séries chronologiques. Et aujourd'hui, on utilise les machine learning ou l'intelligence artificielle pour développer ce type de modèle. Ici, il y a de différents exemples de modèles basés sur les données. Et on a les régressions linéaires ou multilinéaires, les réseaux de neurones artificiels, les machines à vecteurs de support et autres. Et vraiment, il y a une quantité très grande de modèles qu'on peut construire basés sur les données. Quels sont les avantages? Donc, on a on n'a pas besoin d'une connaissance approfondie des processus d'évolution de la qualité de l'eau. On a besoin d'une connaissance relativement simplifiée des paramètres de la qualité de l'eau ou des paramètres de l'environnement. Et que les temps de modélisation peut être plus court par rapport à des modèles physiques. Il y a aussi des inconvénients, par exemple, que les paramètres du modèle n'ont pas de signification physique, par exemple. On a que les processus d'évolution de la qualité de l'eau ne sont pas transparents. Ça veut dire qu'il y a des paramètres dans les modèles que n'ont pas de signification par rapport au phénomène de la qualité de l'eau. Et finalement, qu'il n'existe pas généralement de logiciels commerciaux pour mettre en œuvre ce type de modèle. Et il faut utiliser beaucoup de données. On peut dire que c'est un inconvénient. Il faut utiliser beaucoup de données, mais peut-être un avantage aussi parce que aujourd'hui, on a beaucoup des équipes dans les sources d'eau ou dans les usines de traitement qui produisent des données. Donc, on peut voir ça comme un avantage pour développer ce type de modèle. Finalement, quels sont les enjeux et les perspectives par rapport à ça? Donc, comme enjeu, on peut dire que c'est de collecter assez de données pour développer des modèles. On parle de données représentatives et de bonne qualité pour développer tout type de modèles.
Aussi, il faut avoir des équipements, des mesures et des surveillances à la source, surtout en continu, pour connaître quels sont les changements de la qualité de l'eau dans la source pendant des différents événements météorologiques ou événements de contamination. Aussi, il faut traiter de grandes quantités de données, ce qu'on appelle aujourd'hui les big data, et finalement de développer des modèles prédictifs de haute précision pour avoir de bons résultats dans la modélisation de la qualité de l'eau. Par rapport aux perspectives, on pense qu'il faut avoir l'intégration d'outils de modélisation dans les systèmes d'aide à la décision. Il faut faire les transferts de connaissances aux décideurs parce que dans les équipes dans les équipes de recherche, on fait beaucoup de modèles, mais il faut faire les transferts vers les décideurs. C'est très important. Et finalement, il faut trouver des applications de ce type de modèles empiriques basés sur les données, au traitement et à la distribution de l'eau. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, Christiane. C'est très, très intéressant et très bien synthétisé aussi. C'est un domaine qui est assez complexe. Je voulais savoir du côté de la salle, Manuel, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Des questions pour l'instant. Sonia. Merci beaucoup pour la présentation. J'aurais une question. Vous avez affiché tout à l'heure l'UTE de Québec, qui est peut-être votre étude de cas, ou Charny. Quelles seraient vos recommandations pour un bassin versant relativement complexe avec des lacs et rivières pour la prise de données? Évidemment, il faut construire tout un réseau des équipes dans les territoires pour connaître c'est comment la qualité de l'eau dans un bassin versant très complexe. Donc, je pense que la tâche, c'est de trouver quels sont les bons endroits pour placer ce type des équipes, quels sont les endroits qui vont nous donner beaucoup plus d'informations quand il y a des événements de contamination. Mais évidemment, je pense qu'il faut avoir des modèles pour tester ce type de données. S'il y a des données historiques actuelles, on peut développer des modèles pour savoir si les endroits qu'on a choisis pour faire les suivis de la qualité sont de bons endroits ou s'il faut changer les lieux de ce type de suivi, par exemple. Je pense que ça, c'est là. Merci. Moi, j'aurais une question pour toi. Est-ce que dans les paramètres, tu parlais de paramètres qui ne sont pas transparents. J'aimerais ça que tu t'exprimes un petit peu plus là-dessus, parce que je n'ai peut-être pas tout à fait saisi. En tout cas, je vais te laisser t'expliquer là-dessus. Ouais. Oui. Par exemple, quand on parle de modèles basés sur la physique, quand on développe un modèle, par exemple, dans les EPANet, on peut parler de la rugosité du tuyau, par exemple. Ça, c'est un paramètre physique. On sait quelle est la rugosité du tuyau et tout ça. Mais quand on développe des modèles basés sur les données, des modèles empiriques, il y a d'autres types de paramètres pour calibrer les modèles, mais ces paramètres vraiment n'ont pas de signification physique. Ce sont des paramètres seulement pour calibrer les modèles. Ça veut dire que c'est pour ça qu'on appelle ce type de modèle des boîtes noires, parce qu'on ne peut pas regarder dans les modèles qu'est-ce qui se passe avec la qualité. On ne peut pas dire c'est quoi la rugosité, par exemple, c'est quoi la rugosité de la rivière, par exemple. Donc, c'est ça dont on parle des paramètres qui ne sont pas transparents. Je ne sais pas si c'est assez clair ce que je viens de dire. Oui, c'est clair, c'est beau. Je ne pensais pas ça du tout, donc ça a éclairci, effectivement. Manuel, est-ce que tu as une question? Oui, j'ai une question générale. À la fin, tu as mentionné que
Bon, la question de transfert de connaissances, est-ce que c'est un défi? Alors, ma question, c'est pourquoi, on le sait, pourquoi aujourd'hui, les opérateurs d'usines ou les gestionnaires d'usines n'utilisent pas beaucoup de modèles de ce type-là, ou d'autres types même, mais ils se basent plutôt sur leur expérience que sur des outils de ce type-là. Selon toi, c'est quoi sont les raisons? Oui, d'après moi, je pense que, évidemment, tous les opérateurs dans les usines de traitement ont une connaissance très, très appréciée, évidemment, pour la pratique qu'ils font jour à jour. Ils ont des connaissances très, très claires sur les traitements et sur la façon comme la qualité de l'eau peut changer. Mais évidemment, il y a les problèmes du délai. On peut pas gérer avec l'expérience, seulement l'expérience, je veux dire, le changement soudain de la qualité de l'eau. Et là, je pense que les modèles ont un lieu qu'on peut prendre pour aider les opérateurs. Parce qu'en fait, les modèles basés sur les données, on dit que les données ont des connaissances. Dans les données, il y a des connaissances. C'est la même connaissance que les opérateurs ont pendant toutes les expériences. Donc, il faut trouver la façon d'intégrer ce type de connaissances des données et beaucoup plus rapide d'obtenir à l'aide d'un ordinateur et d'un modèle. Et il faut trouver la façon de l'intégrer avec l'expérience des opérateurs dans les systèmes de traitement. Oui, je suis d'accord. Est-ce que, alors ce modèle, les données ont des connaissances, mais les données de qualité de l'eau ont des connaissances, mais par exemple les données, tu as parlé des pluies intenses l'été, les données météorologiques ont aussi des connaissances. Est-ce que ce sont les deux types de données, lesquelles sont plus importantes pour ce type de modèle? Oui, je pense que si on parle des événements météorologiques, les événements pluvieux, ça veut dire le taux de la pluie et le débit dans les rivières, ont des connaissances parce que, évidemment, tous les bassins versants réagissent de façon différente à des événements, des événements pluvieux, par exemple. Donc, toutes les données des événements pluvieux ont une connaissance dans les structures des données qu'il faut profiter pour aider les opérateurs. Donc, ce sont des données de qualité de l'eau à la source, de qualité de l'eau brute, mais aussi données des événements pluvieux ou des débits dans la rivière qui peuvent nous donner beaucoup plus d'informations sur les changements de la qualité. Moi, j'aurais une question concernant les données, justement. On parle souvent de données, des données qu'on appelle objectives, là, puis je ne vais pas être critique trop là-dessus, mais c'est-à-dire qu'ils viennent d'un instrument calibré, mesuré. Bon, la pluviométrie en est un, le débit des rivières en est un autre, la turbidité. Mais est-ce qu'il y a de la place dans les modèles comme ça pour des données un petit peu plus subjectives, c'est-à-dire une observation visuelle, par exemple? Donc, par exemple, si on voit un bloom d'algues, on parle du lac Saint-Charles, un bloom d'algues, donc une dénonciation ou une observation d'un individu qui dit « Ah, il appelle à l'usine, puis vous avez un problème, il y a quelque chose dans le lac. » Est-ce que ce modèle-là peut prendre des exceptions comme ça, mais surtout des observations un petit peu plus subjectives? Oui, évidemment, on trouve dans la littérature qu'il y a des techniques qu'on appelle de fuzzy logic ou de logic flux qui sont basées dans l'observation, par exemple, des personnes qui dénoncent des événements de contamination. Et donc, oui, il y a de la place pour ce type d'information parce qu'en fait, ce sont des connaissances des personnes qui se trouvent dans les territoires. Donc, oui, il y a la place pour ce type de données beaucoup plus subjectives. Oui. Parce que dans le passé, en fait, à l'eau potable, c'était la même chose. On observait, on ne regardait que les paramètres dits objectifs. Et puis, on ne regardait pas trop les plaintes dans le réseau. D'ailleurs, les travaux de la chaire nous ont démontré dans le passé qu'il fallait écouter les plaintes. Les travaux d'autres chercheurs aussi l'ont démontré. Puis maintenant, ça fait partie
ça fait partie intégrante de la gestion de l'eau. Donc, je me dis, c'est la même chose un petit peu dans les bassins versants. Oui, évidemment, l'enjeu, c'est de collecter ce type de données, et de les traiter, de les mettre dans un modèle qui peuvent extraire la connaissance dans ce type d'informations. OK, parfait. Il y a une question dans la salle, François. Oui, oui. La question est s'il y a peut-être une façon plus ou moins exacte de savoir les temps de réponse hydrologique, les transit de l'hydrogramme, pour savoir aussi le temps qu'on a à l'usine pour réagir au changement. Oui, on peut utiliser des modèles basés sur la physique, des modèles hydrologiques pour trouver les temps on peut dire les temps de séjour, de ruissellement du bassin versant jusqu'à les cours d'eau. Et il y a toutes sortes de modèles physiques. Par exemple, le modèle ECRAS peut nous donner l'information sur les temps de séjour, par exemple, de l'événement dans les bassins versants. Oui. Mais on peut utiliser des modèles aussi empiriques, simplement pour, si on connaît les temps de l'événement pluvieux et les temps où on trouve un changement du débit, on peut faire les calculs de c'est quoi les temps qui prend l'eau après l'événement pluvieux pour arriver jusqu'à la prise d'eau, par exemple. On peut faire ça. Puis après, pour le développement des modèles, il a mentionné les connaissances simples. C'est des paramètres physiques, chimiques. C'est quoi les connaissances simples? Oui, parce que, par exemple, dans les modèles basés sur la physique, il faut avoir une connaissance vraiment approfondie de qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes de la qualité de l'eau. Par exemple, les concentrations, les équations Porque me estaba durmiendo mucho. Il y a eu de l'interférence, mais je pense que c'est fini. Maintenant, tu peux continuer, Christian. Harrison Suarez. Pardon? Bon, c'est bon. Okay. Donc, pour terminer, ma réponse, c'est oui. J'allais dire, oui, il y a des événements dans les modèles basés sur la physique, par exemple. Donc, il faut connaître approfondi qu'est-ce qui se passe dans les phénomènes. Par exemple, c'est comment l'équation de la concentration de différents types de contaminants dans les cours d'eau. Mais dans les modèles basés sur les données, les connaissances dans les données. Donc, ce n'est pas nécessaire, on n'a pas besoin de connaître comment les comportements des différents types de polluants dans la source d'eau. Donc, c'est plutôt de connaître quelles sont les données les plus importantes pour développer ce type de modèle. C'est plutôt ça que connaître approfondi la qualité, les phénomènes de la qualité de l'eau. Est-ce qu'il y a encore des questions de votre côté? Non, c'est complexe. Il y a une autre question ici. François, une autre question. C'est possible. Okay. En fait, je me demandais, vous avez montré plusieurs exemples de bassins versants qui ont mis en place des systèmes d'alerte précoce. Je me demandais s'ils ont utilisé l'information aussi pour faire la mitigation de la source, donc améliorer la planification territoriale et réduire le problème à la source. La protection. La protection à la source. C'est bon. Oui, ce qu'on trouve dans la littérature de ce type d'événements, c'est qu'on était construit à partir de différents accidents de contamination. Donc, oui, ils peuvent utiliser ce type d'informations de qualité qu'on peut prendre en continu
pour développer la protection de la source d'eau. Par exemple, en trouvant quels sont les endroits où se développent beaucoup plus des événements de contamination. Et oui, on peut utiliser cette information pour gérer la protection de la source. Une autre question ici dans la salle, François. Oui. Je veux juste comprendre dans les perspectives. Quand tu dis intégration d'outils de modélisation dans le système de la décision, tu veux dire que dans la littérature que tu as trouvée, il n'y a pas de système de la décision qui intègre ces outils de modélisation? Ou Oui, qu'est-ce que tu veux dire? évidemment, il y a des systèmes à la décision qui utilisent ce type de modélisation. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que dans les mondes réels, il faut, comme on dit dans la deuxième phase, il faut faire les transferts dans les outils d'aide à la décision dans les territoires, dans les usines de traitement. Parce que dans les usines de traitement, par exemple, il y a des outils d'aide à la décision. C'est comme ça que les opérateurs parfois prennent des décisions. Et on peut intégrer ce type de modélisation à ces outils-là pour améliorer la précision, par exemple, la vitesse de modélisation pour prendre des décisions. Ça voudrait dire que dans les usines, il y a des outils qui sont des procédures pour prendre des décisions avec des données actuelles, mais que les modèles que tu mentionnes permettent d'anticiper. Oui. Ça veut dire de connaître le potentiel de ces problèmes avec un temps anticipé, c'est ça? Oui, c'est ça, parce qu'on a beaucoup de données historiques et on peut profiter de toute la connaissance dans ce type de données pour anticiper différents événements de contamination. J'ai une question ici sur le chat. Donc, il y a une question qui est d'Elmer Burgos qui dit « Est-ce que vos modèles peuvent-ils calculer des charges de contaminants dans des bassins versants municipaux, par exemple des BO5 ou charges organiques, dans le cas des eaux en amont des stations de récupération des ressources, par exemple les usines d'épuration. Je suis opérateur en usine. Donc, finalement, c'est l'équivalent pour l'eau potable, mais dans l'usine. Est-ce que ce serait possible d'utiliser ce genre de modèle-là? On peut utiliser ce type de modèle, mais surtout si on a la disponibilité des données, on va dire des données historiques. Ça veut dire si on a des données des mesures de DBO5, par exemple, et on connaît quelles sont les variables qui interviennent dans le DBO5, mais si on a une base historique assez grande ou représentative, on peut faire les calculs de DBO5 futurs. Mais ça dépend aussi des besoins. Mais oui, si on a des données disponibles pour faire la modélisation, oui, on peut faire ça. C'est pour ça que c'est un inconvénient. Il faut avoir des données assez pour développer ce type de modèle. OK. Donc, merci beaucoup. Donc, ici, je n'ai plus de questions au chat. Est-ce qu'il y en a encore à l'interne? Non? Non, non. Donc, on est rendu à la fin de la conférence. Donc, merci beaucoup, Christiane. Ça a été très intéressant. Donc, tu as su simplifier un sujet qui est assez complexe quand même, mais qui a beaucoup d'attentes quand même au niveau des gestionnaires de la qualité de l'eau. Donc, il me reste à remercier tout le monde qui a assisté à la conférence. C'est toujours un plaisir de vous voir assister nombreux aux conférences qu'on vous offre. Nous vous invitons à la prochaine visioconférence qui aura lieu le 1er décembre à midi, qui sera donnée par Mme Cynthia Campaoré. Le titre de sa conférence va être « Changement climatique et eau potable, impact et adaptation ». Je voulais aussi rappeler à tout le monde que toutes les présentations sont enregistrées puis sont placées sur le site web de la chaire. Donc, n'hésitez pas à le dire à toutes les personnes que vous connaissez. Ça reste des présentations de référence qui peuvent être utiles pour tout le monde. Merci beaucoup et au 1er décembre. Au revoir. Merci.